Le billet économique. Marie Viennot. Bonjour Marie. Savez-vous planquer vos sous à la mode des ripoux? Planquer ses sous, chantent les faucheurs de chaises en soutien à Jeune Palais à Dax. Mais combien de sous exactement ? Les estimations sont nombreuses, les évaluations incessantes, mais aucune n'est exacte. Tous les chiffres sont faux, tranche d'emblée Pascal de Saint-Amand, le spécialiste de l'évasion fiscale à l'OCDE. Faux, forcément, car comment mesurer ce qui, par définition, veut se cacher ? Voilà qui explique qu'autant de chiffres circulent sur l'évasion fiscale. La deuxième explication, c'est que certaines recherches ciblent uniquement l'évasion fiscale des particuliers, d'autres comptent aussi celle des entreprises, d'autres encore y ajoutent l'optimisation agressive des entreprises, qui est dommageable pour les budgets des États, mais légale, et d'autres encore partent d'estimations de l'économie souterraine et l'appliquent ensuite au PIB. C'est le cas notamment du chiffre attribué à la Commission européenne, le 1000 milliards d'euros de rentrée fiscale en moins chaque année pour les 28. En fait, ce n'est pas la Commission qui a fait ce calcul, mais une association, le Tax Justice Network, en 2012, à la demande du groupe socialiste au Parlement européen. 1000 milliards, c'est beaucoup de sous, mais cela comprend le couple qui ne déclare pas son aide à domicile, le trafiquant de drogue qui forcément ne reverse pas de TVA et l'assujetti à l'ISF qui ne déclare pas sa fortune. Aujourd'hui, la Commission n'utilise plus ce chiffre et elle dit mener sa propre évaluation. Tout cet argent volé, il faut le restituer. L'estimation qui parle plus de la réalité, c'est celle du syndicat des finances publiques solidaires. Selon ce syndicat, entre 60 et 80 milliards d'euros de recettes fiscales sont perdus chaque année en France du fait de la fraude fiscale et 40 à 60 milliards du fait de l'optimisation fiscale. Pour trouver ce chiffre, le syndicat prend le résultat des redressements fiscaux, c'est-à-dire il regarde combien a été récupéré par le fisc quand il y avait fraude et il l'extrapole en se disant « et si on contrôlait tout le monde, combien cela pourrait rapporter ?» Comme les redressements sont souvent ciblés, sur les cas où il y a des anomalies, un échantillon représentatif des entreprises et des particuliers est reconstitué. 60 à 80 milliards, c'est le chiffre que vous entendrez le plus dans le débat public. Ce n'est pas un calcul officiel de Bercy, mais il est cité régulièrement par ses responsables lors des nombreuses auditions tenues par les députés et sénateurs lors des multiples commissions d'enquête sur le sujet de l'évasion fiscale. Vous trouverez tous les liens à la page du billet Internet avec d'autres chiffres encore, car ils sont nombreux. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bataille de chiffres entre tous ceux qui se jettent dans cette évaluation ardue. Ils disent au fond tous la même chose, c'est important. Même imprécis, ces chiffres permettent de marquer les esprits. 80 milliards d'euros en moins pour le budget de la France, c'est plus que le déficit en 2016. Et c'est 100 fois le montant des fraudes aux aides sociales. Ces fraudes sont tout aussi difficiles à mesurer, mais leurs estimations ne dépassent jamais les 700 millions d'euros par an. La question du jour. Demain mardi, la Cour suprême britannique dira si le gouvernement doit consulter le Parlement avant d'entamer les négociations du Brexit. Conséquence directe du divorce avec l'Union européenne, la banque HSBC a de son côté confirmé mercredi dernier qu'un millier de ses emplois seraient déplacés sur Paris. La banque JP Morgan parle du transfert de 4000 postes, Goldman Sachs de 3000. À qui pourraient profiter tous ces départs? Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Vous avez notamment publié Brexit, le prix à payer, un article dans l'économie européenne 2017. À qui pourraient profiter toutes ces délocalisations ? Bien, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est vraiment la grande inconnue parce que le point de départ, c'est que la City est la première place financière mondiale, que le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne va rebattre les cartes, notamment en termes d'accès aux services financiers de la zone euro. Il est possible que les pays de la zone euro cherchent d'une certaine manière à punir le Royaume-Uni en privant le Royaume-Uni d'un accès au marché financier européen sans aucune contrainte. C'est le cas actuellement. Le Royaume-Uni a l'accès à toutes
tout le marché européen et va perdre cet accès. Et donc les banques se disent aujourd'hui, enfin elles se disent déjà depuis un an maintenant, hein, depuis qu'on débat beaucoup autour du Brexit et du risque du Brexit qui devient maintenant une réalité, les banques se disent, eh bien peut-être nous pourrions déménager une partie de nos activités dans la zone euro pour être sûr de continuer à avoir accès au marché de la zone euro. Et parmi les grandes places qui sont aujourd'hui en concurrence, il y a Paris, principalement, et Francfort, mais aussi des places de taille un peu plus petite, comme Amsterdam et Dublin, qui souhaitent aussi attirer un certain nombre d'activités. Alors la première des questions à se poser, Catherine Mathieu, consiste à savoir s'il y aura des localisations après le Brexit, parce que d'un côté, donc, on a des coûts supplémentaires de transactions, puisque le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Europe et donc n'aura pas accès à ce marché comme auparavant. D'un autre côté, le fait de s'installer en France ou en Allemagne engendre peut-être des coûts salariaux ou d'autres coûts supplémentaires. Votre avis à ce sujet? En fait, pour l'instant, surtout, les banques essayent de garder ou du moins, soit de garder des établissements dans la zone euro ou d'en créer pour être sûr d'avoir l'accès au marché. Et donc, en termes d'emploi, on parle de chiffres relativement faibles hein, pour le moment. Effectivement, comme vous le disiez en introduction, HSBC a prévu de délocaliser 1000 emplois. On parle de 4000 emplois pour d'autres banques. Quand on regarde les études qui sont faites, alors, selon les scénarios qu'on retient, on est entre 10 000 emplois et 35 000 emplois qui partiraient de Londres pour aller ailleurs en Europe. Hein. Donc on n'est pas sur des chiffres d'emploi très élevés aujourd'hui. La question, elle est plutôt sur l'ampleur des opérations financières qui pourraient être faites toujours à Londres ou qui devraient être faites dans la zone euro. Et c'est là que va se jouer vraiment la grande bataille entre les places financières européennes. Alors cette grande bataille, elle va se livrer de quelle manière? Est-ce qu'on va pouvoir faire par exemple du dumping, comme on dit en français, autrement dit des rabais fiscaux? Bien, malheureusement, c'est déjà ce qu'on a commencé à faire. Hein. Depuis plusieurs mois, la place de Paris essaye d'attirer les financiers qui sont actuellement à Londres en demandant à l'État français d'ajouter des mesures fiscales. Déjà, il y a un certain nombre de mesures assez avantageuses. Les impatriés ne payent pas l'impôt sur la fortune, ont une partie de leurs revenus qui ne sont pas imposables. Et puis, donc derrière, il y a cet enjeu de dire, eh bien, écoutez, il faut absolument qu'on rende Paris plus attractif par rapport à Londres ou à Francfort. Et donc on baisse les impôts des financiers qui viendraient s'installer à Paris, et puis de façon générale de baisser l'imposition qui s'applique aux banques, et puis d'aller vers davantage de déréglementation. Mais ça c'est légal ? Eh bien, aujourd'hui, dans l'Union européenne, vous pouvez appliquer les taux d'imposition que vous souhaitez aux citoyens qui résident dans votre pays. Vous n'avez pas de Bien contraintes. sûr, mais là, il s'agit de le faire uniquement pour ceux qui se relocaliseraient à Paris. Est-ce qu'on peut décider, par exemple, qu'une catégorie d'individus et une catégorie d'individus seulement auraient droit à des rabais fiscaux ? On peut le faire de façon simple pour les impatriés, hein, ceux effectivement qui reviennent ou qui s'installent à Paris. Ensuite, on peut décider de changer la fiscalité sur les revenus les plus élevés. Comme vous savez, il va y avoir des élections présidentielles cette année, donc l'imposition peut changer. Et donc, en fait, chaque pays, et pour moi, c'est ça le grand risque, hein, en fait, un des grands risques autour de cette question de la délocalisation des emplois dans le secteur financier lié au Brexit, c'est que les capitales européennes se fassent une concurrence fiscale pour attirer les activités financières et qu'on baisse encore la fiscalité sur, d'un côté, les revenus les plus élevés et d'autre côté, les activités bancaires et qu'on reparte dans un mouvement de déréglementation alors quand même qu'on n'est pas encore sorti de la crise de 2008 et des impacts qu'elle a eu sur la croissance. Et alors l'autre hypothèse, Catherine Mathieu, c'est tout simplement que ces emplois qui vont partir de Londres aillent en dehors d'Europe. Par exemple, ils pourraient très bien aller à Singapour, ils pourraient aller à New York, puisque aujourd'hui les infrastructures de télécommunications n'imposent pas d'être nécessairement en Europe. Là aussi, quelles sont les perspectives dans ce domaine ? En fait, il y a quand même une question d'abord qui va devoir être réglée, c'est à quel point la zone euro va décider de mettre des contraintes pour les activités qui seront faites en euros. Soit la zone euro est assez forte, et dans ce cas-là, effectivement, on peut maintenir l'activité de nos places financières, mais il y a un risque qu'une partie des activités se délocalise ailleurs dans le monde, soit on entre vraiment dans une logique qui me paraît malheureusement, je dirais aujourd'hui, plus probable de déréglementation, et dans ce cas-là, le risque que les emplois se délocalisent ailleurs dans le monde me paraît vraiment très peu probable. Je pense que c'est plutôt une menace qui est agitée aujourd'hui par les grands établissements financiers pour faire pression au niveau des pays de la zone euro et leur dire attention, si vous nous appliquez une réglementation trop dure, nous allons nous installer ailleurs dans le monde, puisque comme vous le dites, en fait, effectivement, maintenant, beaucoup d'activités sont dématérialisées. Et donc, c'est ça le risque, effectivement.
Mais alors parce que dans le discours de Donald Trump, qui était un discours très dur contre l'Europe, où il appelait donc les différents pays européens à faire comme la Grande-Bretagne et à quitter l'Europe, on pouvait imaginer qu'il espère toujours récupérer une partie de ses emplois. Est-ce sa stratégie? En a-t-il une autre vis-à-vis de l'Europe, Donald Trump? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quelle est la stratégie de Donald Trump, mais c'est vrai qu'en termes économiques, ce que souhaite Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord, hein. Donc, il va faire tout ce qu'il faut pour que l'Amérique reste ou redevienne une grande puissance quand elle est un peu menacée par d'autres pays. Et donc aujourd'hui, pour Donald Trump, il y a un intérêt à ce que l'Europe, d'une certaine façon, se disloque, hein. Ça fait un pouvoir en face de lui qui devient beaucoup plus éclaté et la possibilité d'avancer ses pions là où il le souhaite. Merci beaucoup Catherine Mathieu. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE et que vous avez publié Brexit, le prix à payer, un article dans l'économie européenne 2017.